Oh, il y a plusieurs raisons à ça. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire. Au départ, quand j'ai repris mes études à Émile Cohl à Lyon, c'était pour faire de la BD et de l'animation, mais le fait est que je me suis vraiment trop pris de passion pour l'animation au début. J'ai fait mon premier film, je découvrais vraiment tout ça, et j'avais mis ça de côté pendant des années. Et puis, la crise faisant, j'ai eu un peu peur avec le métier d'animation. Je me suis dit qu'il fallait que je me diversifie un peu. Et j'avais la chance d'avoir Xavier qui enseignait également à l'école Émile Cohl. On est devenus très amis. Et il m'a proposé ce projet au départ sans même le proposer en fait. Il avait parlé de moi à Gauthier du Lombard sans me prévenir. Il a présenté mon travail sans me prévenir. Et puis après il m'a dit tu penses quoi du scénario? Moi je lui ai dit bah, c'est vachement bien. Et puis il m'a dit bah, tu veux essayer? Et puis bah, j'ai fait on y va. Et donc j'ai vu ça. J'ai trouvé plusieurs choses qui étaient intéressantes. Première, c'était que c'était une BD sur la Première Guerre mondiale qui n'a rien à voir avec ce que je fais dans le milieu de l'animation. Deuxièmement, c'était comment apporter mon type de dessin sur ça et que ça reste intéressant pour le lecteur et puis aussi pour moi. Et puis aussi, ça me permettait, je vais avouer très honnêtement au début, de passer un petit cap en animation où c'était un peu compliqué pour tout le milieu de l'animation, même si je ne l'ai pas réellement vécu, mais au moins dans ma tête, j'étais plus serein. Pour moi, la continuité était ça a été assez logique. J'ai pas vu de barrière dedans. J'ai vu plus de liberté parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes en BD, ne serait-ce qu'avec les interlocuteurs, entre les chaînes de télévision et puis l'éditeur, c'est pas du tout le même type de relation parce que les budgets ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, j'aurais peut-être pas été capable de faire cette BD si j'avais pas passé déjà 10 ans d'animation. D'avoir au moins cette capacité, à ma mesure bien sûr, d'être capable de découper une histoire, de trouver les bons cadrages, de trouver une continuité dans la narration. Ça, je le dois grandement à mon travail en animation. D'abord, c'est Xavier qui m'a dit justement, on voudrait que tu gardes ton style pour cette BD parce qu'on veut faire quelque chose de décalé. Ensuite, il y avait un facteur temps pour réaliser l'album, pour moi, parce que je réalisais et je réalise toujours un film en même temps. Il fallait que je sois capable de faire une bande dessinée dans laquelle je serais à l'aise en termes de dessin. Donc je ne devais pas aller non plus chercher très loin dans mon dessin, il fallait que j'aille chercher quelque chose qui soit proche de ce que j'aime faire, tout en essayant de faire quelque chose d'un peu différent de l'animation. Mais en fait, moi j'ai deux grandes influences. La première en animation, c'est Hayao Miyazaki, je m'en cache pas. Et l'autre, c'est Carlos Nine, c'est vraiment l'opposé. Hein. Mais Hayao Miyazaki, c'est pour l'animation, son style de dessin, son travail de décor, de lumière, d'ambiance, de narration. Et Carlos Nine aussi pour son travail de narration et aussi principalement pour son travail d'aquarelle. Ça ne se voit pas tellement dans le champ du signe, mais en fait, j'ai énormément appris en aquarelle grâce à l'étude des travaux de Carlos Nine, en fait. Et mon style de dessin, effectivement, est énormément influencé par le style de Miyazaki. J'essaye avec le temps de le digérer et d'en ressortir quelque chose qui m'est propre. Je pense que le type de dessin lié à l'aquarelle est une première réponse. Après, c'est l'expérience et le temps qui vont faire que ça va encore prendre une autre allure. Moi, j'ai pas vraiment de critères de comparaison. J'ai une connaissance de la bande dessinée, mais ce que je fais, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Disons que moi, j'ai une manière très très simple de réfléchir quand je fais un découpage d'album. En plus, Xavier et Emmanuel m'ont aussi beaucoup aidé dans le découpage. Je réfléchis par ambiance. Je me dis, là, on est dans une ambiance chaude, là, on est dans une ambiance froide, là, c'est la nuit, là, c'est le jour, là, c'est la pluie. Là, l'ambiance doit être au service de la narration. Donc, on est dans quelque chose de très très chaud, comme dans la séquence du restaurant. Donc, on aurait pu être chaud, mais pas aussi chaud. J'ai voulu que ça soit presque bouillonnant, quoi, tellement il y a de la tension dans cette scène. Et une fois que j'ai établi ça, que j'ai établi que je vais être dans des shows, je pars de ça. C'est-à-dire que je pose très simplement, comme on fait en aquarelle, je pose des lavis orangé, jaune, et je pars sur cette contrainte-là, parce que je pars de très très large. Je vais faire des gros coups de pinceau, et petit à petit, je rentre dans le détail. Mais une fois que cette ambiance-là est posée, ça me pose la base complètement de l'ambiance, et d'ailleurs, c'est pas rare que sur certaines séquences, je travaillais sur 2 jours pour faire 6 planches, parce que je menais de front les 6 planches en même temps. J'avais une grande table dans ma cuisine, je mettais les 6 planches, et je montais tout en même temps,
pour être sûr de garder une continuité sur certaines séquences. Mais je travaille par préférence, c'est-à-dire que je vais commencer en me disant je vais faire des pages 26 à 30 parce que c'est déjà très clair ce que je veux dedans. Je sais déjà que ça va être une séquence sous la pluie, je sais déjà quel type de couleur je vais faire et je vais tout de suite préparer mes planches et ça va venir très très vite. Et il y en a d'autres sur lesquels je vais beaucoup plus batailler, ce qui était le cas de la scène du restaurant, où j'ai plus bataillé parce qu'il fallait que je gère plus de planches, qu'il fallait qu'on sente aussi la tension dans la couleur, parce que c'est pas juste mettre de la couleur, il faut être capable de tricher avec la lumière, pour que la tension soit apportée là où il faut dans la planche. Il ne suffit pas juste de dire il y a une lampe comme ça qui tombe et ça va suffire pour que ça soit cohérent avec le reste. Non, il faut que la lumière tombe bien, mais qu'en plus le contraste avec le plafond soit suffisamment fort pour que la tension soit plus forte, même si physiquement c'est pas juste. Je pars de ce qui me semble le plus évident. Les personnages les plus évidents, le champ du cygne, c'est Katz et Pat. C'est autour d'eux que se fabrique l'histoire. Donc il fallait déjà que eux soient, je ne vais pas utiliser le mot caricaturé parce que c'est pas l'objectif, mais il fallait les caractériser, plutôt les caractériser de manière très claire, très différenciée entre eux. Donc je voulais le grand gaillard bien bâti et le gars normal, voilà. Parce que Pat est censé être une force de la nature et Katz est censé être un mec un peu plus normal, c'est un avocat à la vie civile. Et une fois que ces deux gars-là sont posés, ils sont censés irradier plus de présence que les autres. Après, on travaille par forme. Je travaillais par forme, je veux dire, ok, est-ce que la science, il peut être un peu plus grand que Katz, mais s'il est plus grand que Katz, il faut qu'il prenne moins de place, donc il faut qu'il soit plus fin. À chaque fois, en fait, je décline, je me dis, alors attention, Latif, en termes de morphologie, il ressemble à le bœuf. Qu'est-ce qui va le différencier les deux? Il y en a un qui est tout propre sur lui, il a les cheveux bien tirés, l'autre il est pas rasé, voilà. Et donc voilà, je pars vraiment de l'évidence pour aller, pas au détail, parce que ces personnages sont aussi importants que Pat et Katz, mais à la complémentarité. Complètement. Même on avait un problème parce que on se disait mais le puzzle ça existe déjà, est-ce qu'on garde comme ça? Oui, on garde le nom. Voilà. Mais alors là, c'est le seul personnage où j'ai pas fait de recherche. C'était le puzzle, je me suis dit mais ce mec, comment on peut s'appeler le puzzle? Il a une tête en 1000 morceaux, donc et c'est venu... Enfin, je veux dire, comme ça, c'est venu très très vite. Je crois que le premier croquis que j'ai envoyé à Xavier Emmanuel et à Gauthier, c'est celui qui est dans le livre, celui qu'on voit en recherche à la fin. C'est le premier, c'est quasiment le tout premier. J'ai peut-être fait un autre en encre très très rapide. Et je sais pas, ce personnage-là, dans le premier tome, après ça va évoluer dans le deuxième tome, mais dans le premier tome, c'est la mort. Qui doit faire peur, qui doit, quand on pense à lui, comme le soldat qui pleure quand il signe la lettre qui dénonce ses amis, il sait qu'il envoie ses amis à la mort, si Morvon les poursuit, quoi. Et donc, quelque part, il devait ressembler aussi à la mort. Donc je devais aller chercher ce côté squelettique, je devais aller chercher ces grands yeux qui pourraient être des orbites noires. Et puis, comment ne pas faire le personnage trop squelettique? Le moyen pour pas le faire trop squelettique, c'était justement de lui arracher le visage. C'est justement tous ces traits qui déchirent son visage qui vont donner l'impression qu'on retrouve du squelette, en fait. Alors que c'est juste un tas de chair, en fait. J'ai eu quelques semaines où j'avais vraiment peur du sujet, donc j'ai acheté des magazines, je suis allé dans une librairie spécialisée dans le 15e ou dans le 14e, je sais plus. J'ai acheté des livres, j'ai regardé je suis allé sur beaucoup de sites, j'ai regardé des vidéos, je me suis inscrit sur plein de forums, et ça m'a pris à peu près 5-6 semaines. J'ai très très vite... j'ai fait un tour d'horizon de ce que je recherchais, et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé confronté à un problème. Je me suis retrouvé confronté à la passion d'autres personnes qui aiment la Première Guerre mondiale. Donc j'étais sur certains forums et je disais mais j'ai besoin de savoir à quoi ressemblait l'uniforme d'un colonel, pour le colonel d'Anjou. Et on a commencé à me poster quelque chose, alors je dis merci. Et puis là, d'un seul coup, quelqu'un d'autre va dire « Mais non, t'as pas mis le bon truc, c'est pas les bons grades. » Et je me retrouvais avec 150 photos après. Et c'était pareil pour tous les personnages. Et ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'entre 1914 et 1918, les uniformes ont énormément évolué. Parce qu'il y avait encore des uniformes d'avant 1900. Donc il y avait encore des pantalons rouges. Il y en avait qui prenaient des ceintures sur les gens, enfin sur les soldats morts au combat. Les uniformes étaient tellement bigarrés qu'au bout d'un moment, une fois que j'étais sûr que certains uniformes correspondaient à peu près à l'époque, je me disais, stop, ça ira, ça fonctionnera,
Et à un moment, j'étais obligé de prendre de la distance. Et à un moment, j'ai voulu faire confiance au récit, j'ai voulu faire confiance à l'histoire. Et puis, quand j'ai eu le sentiment que j'étais bon, qu'un label ressemble à un label, un fusil label ressemblait à un label, je me suis dit, ok, je répète. Voilà, je serais un gros bougon, pareil, je pense. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, je pense, un peu comme lui, quoi. Merci, Adrien. Merci. Super.